comme je récupère ma voiture à Maputo et que j'ai pas mal de rendez-vous là-bas avec mon bureau, le bureau de la réserve, moi je passe par là d'abord et je remonte ensuite, je traverse le Mozambique en voiture. Et on va aller voir ce qui se passe avec ces buffles qui m'attendent là, toutes mes bufflonnes équipées. Elles attendent de se faire décharger leur collier. Et puis d'aller voir un peu ce qui se passe là-bas, ce qui s'est passé pendant la saison des pluies, parce qu'il y a quand même 5 mois que j'y suis pas retourné, donc beaucoup de choses qui se sont passées entre temps. On se retrouve en brousse. O desaparecimento da grande fauna deveu-se a dois fatores importantes. Primeiro é a ação humana, que é a caça furtiva. E segundo, houve um período aqui da estabilização, que é a guerra, que assolou este país. Então, essa reserva tornou-se fonte de alimentação de carne, principalmente, para toda a gente. Tanto os que entravam em conflito armado, bem como a população simples, qui quisesse de carne. Je suis arrivé au Mozambique la première fois en 2008 avec la fondation IGF, qui est la Fondation internationale pour la gestion de la faune, où j'ai travaillé dans la réserve de Gilet pendant 2 saisons de suite. Et il y a ce projet buffle qui a été lancé ici sur la réserve de Niassa. C'est la fondation IGF qui en a eu la charge et donc qui m'ont appelé, c'était l'occasion aussi de faire une thèse avec une université française. Niassa est une réserve incroyable déjà de par sa situation. C'est vraiment, c'est comme un petit pays qui a été oublié. Déjà à l'époque des Portugais, on parlait de Niassa comme le bout du monde. C'est 4 200 000 hectares, encore quasiment vierges. On a 30 000 habitants qui vivent ici, mais c'est vraiment une immensité qui est restée complètement sauvage, avec tout le panel des antilopes et des animaux des espèces africaines. Donc oui, pour moi, c'est un endroit assez magique. C'est une chance énorme de pouvoir faire terminer mon cursus universitaire avec cette étude, ce projet sur le buffle. Chaque année, Thomas retrouve son équipe pour une nouvelle saison dans la brousse. Ici, à Niassa, dans l'une des plus grandes zones sauvages d'Afrique australe, il cherche à percer les secrets de l'un des animaux les plus emblématiques de la savane, le buffle Kafer Kafer, le plus gros bovidé sauvage du continent africain. J'ai eu l'autorisation de la réserve pour me faire un petit camp de base le long de la rivière Lujenda, qui me change vraiment la vie depuis 2 ans, puisque voilà, ça reste très simple, mais au moins on a une base. J'ai embauché 2 nouvelles personnes qui restent au camp en permanence pour garder le camp et puis pour faire tous les travaux quotidiens sur le camp. Et donc maintenant, généralement, voilà, je prépare le matériel pour 1 semaine à 15 jours sur une zone. On va faire le travail qu'on a à faire et on revient sur le camp 2-3 jours, se reposer, mettre au propre nos données, récupérer de la nourriture, le matériel et on repart sur une autre zone. Et on fonctionne comme ça pendant toute la saison. On part 4 jours. 4 jours. Eu também vou ir aí de França, quero mulher de França. As mulheres são bonitas aí, França. Sim, mas o problema é que mulher de França custa muito dinheiro. E gosta muito do dinheiro. Quando apanhar dinheiro, tudo você já apanhou. Agora, essa mulher eu tenho ir aí para a França. Trazer aqui em français também. On est parti pour 4 heures environ, 4 heures de route.
pour pas faire énormément de kilomètres, mais disons que la route est mauvaise et puis on a une voiture qui est pas en très bon état. En discutant avec les locaux, on sait qu'il y avait beaucoup plus de buffles. Ils ont été vraiment beaucoup tués pendant la guerre pour nourrir l'armée. Mais depuis la fin de la guerre en 1996, la population aurait dû augmenter beaucoup plus que ce qu'on a à l'heure actuelle. Voilà, la problématique initiale était d'essayer d'identifier les facteurs qui limitent la population de buffles sur Nyassa. Nous, on s'est focalisé sur 5 facteurs principaux, à savoir la ressource, étudier la végétation ici, la prédation naturelle à travers le lion, la prédation humaine à travers à la fois la chasse légale mais surtout le braconnage, les maladies et la génétique. Lorsqu'ils sillonnent l'immensité de cette réserve pour collecter les données qui serviront à cette étude, le rituel est toujours le même. Il faut s'arrêter dans les villages et les camps d'opérateurs pour glaner les informations et trouver les lieux de bivouac. Ensuite, il faudra se reposer et préparer les repas qui permettront de tenir durant les longues marches en brousse prévues pour les prochains jours. Notre nouveau campement pour les 4-5 prochains jours. Le temps de s'occuper de 2 troupeaux ici. Je trouve qu'on n'est pas trop mal. On a des hippos là, à 20 mètres. On a une belle petite chute pour prendre notre douche. Il vaut mieux éviter d'aller se mettre dans l'eau là-bas, ça c'est une certitude. Mais là, non, juste en bas, il n'y a pas de problème. À première vue, Nyassa est un jardin d'Éden, mais les réalités sont tout autres. Aujourd'hui encore, le braconnage et le trafic d'ivoire sont d'actualité, comme le constate Thomas. C'est un éléphant qui a été braconné il y a 4-5 jours. Là. Donc un bon gros mâle. Mais on a vu des vautours là en arrivant en voiture. Et puis on a senti tout de suite la viande pourrie. Et là on est à 2 km à vol d'oiseau du premier camp là, donc les bracos ils en ont rien à faire, quoi. Ils viennent flinguer des éléphants à 2 km des camps. Le premier outil utilisé par Thomas et son équipe est un protocole de radiopistage qui permet de relever les données spatiales des animaux. La première grande mission a été d'équiper des buffles de colliers GPS. On a utilisé à la fois des colliers satellites et des colliers UHF. C'est-à-dire les colliers satellites sont des colliers qui récupèrent des positions et qu'on peut télécharger depuis tout ordinateur connecté à Internet. Et des colliers UHF qui, eux, vont récupérer beaucoup plus de positions, mais qu'on est obligé de télécharger sur le terrain. Ça a été en octobre 2009. On a capturé plus de 20 buffles sur 9 troupeaux différents. Donc on a débuté comme ça, avec le suivi de 9 troupeaux dans la zone centrale et dans la zone est de la réserve, qui sont en termes de densité animale les 2 grands spots, là où on a les plus grandes densités de toute espèce confondue. Et on a favorisé des grands troupeaux. Alors ici on n'est pas sur des troupeaux de milliers d'animaux, mais en moyenne on suit des troupeaux qui vont de 100 jusqu'à 300 buffles. On va essayer une fois là, de voir si on n'a pas un signal de l'antenne. C'est un Inselberg, ça s'appelle une Coppola. C'est une montagne qu'on utilise assez souvent nous, quand on travaille sur ce troupeau parce qu'elle est assez centrale dans la zone. Et donc généralement
On arrive toujours à obtenir un signal depuis le sommet de cette montagne. Bon, tu vois, aujourd'hui, on a eu un signal, mais vraiment très loin. Alors après, est-ce que c'est juste que le troupeau se trouve très très loin, ou est-ce que c'est que le collier, c'est un vieux collier, donc celui dont on avait le signal, donc il y a peut-être aussi très très peu de batterie, ce qui fait que le signal est très faible. C'est toujours difficile de savoir avec le signal VHF. Dans la zone là où on avait un signal, là on a des traces qui sont assez fraîches là de cette nuit ou ce matin très très tôt. Là on a des bouses toutes fraîches là sur la piste là pendant une 50 mètres. Donc ils sont passés là, ils sont peut-être allés boire à la rivière cette nuit. Et puis là ils sont remontés, ils sont là au nord. Donc on va essayer de les trouver. On va aller essayer de les pister là. Ils sont passés très tôt ce matin sur les coups de 5 heures, donc ils ont un peu plus de 4 heures d'avance sur nous. Donc ils devraient pas être très très loin, et puis là il est 9h30 déjà, donc d'ici quelques heures là ils vont plus trop bouger, ils vont se caler à l'ombre. Le problème c'est que c'est pas facile de pister là-dedans, là c'est un milieu qui va très fermé, très buissonnant. Bon, on va voir, de toute façon on sait à peu près dans quelle zone ils sont à l'heure actuelle, donc on devrait quand même réussir à mettre la main dessus. Ouais, je prends un point GPS de la voiture. Bon, l'avantage maintenant on connaît bien les zones, là ça fait 3 ans qu'on tourne là. Les deux pisteurs, bon, ils connaissent par cœur là, tout le coin. Et puis surtout, bon, nous ce qui est plus pratique maintenant, c'est qu'on a depuis 2 ans, on a des données de ce troupeau. Donc on connaît leur domaine vital, on sait généralement les zones dans lesquelles ils se trouvent.
jamais pouvoir les approcher dans des bonnes conditions, vu tout ce qu'on a. Il faut être au plus près du troupeau pour se connecter au collier et réduire le temps de téléchargement. Rien à faire. L'animal qui le porte n'est plus là. Ou pire encore, la batterie qui alimente le collier est épuisée. Ne trouvant pas le collier satellite, Thomas décide de ne pas effrayer les animaux pour avoir une chance de les retrouver. Il doit alors chercher les derniers points GPS du collier sur Internet et les comparer avec sa propre position. Faut-il encore avoir une connexion au milieu de la brousse? Pour cela, il peut compter sur son ami Colin Begg, dont le campement proche est le point de chute de la zone. Ce docteur en écologie animale est une spécialiste des carnivores. Avec Case, son mari, elle travaille sur les lions à Nyassa et sur d'autres actions avec les populations villageoises. Utiliser Internet un peu. Want some tea? No, Coffee? thank you. Sure. Thank you. You can go back. Je veux récupérer les positions du troupeau d'aujourd'hui pour qu'on voit si on a bien le troupeau qu'on a vu, si la femelle qui avait le collier satellite était bien dedans, parce qu'on n'avait pas de signal VHF. Donc au moins voir si on avait tout le troupeau devant nous ou si on avait juste une partie et que le reste du troupeau était ailleurs. So it's difficult to find them because I just have the UHF. But it's funny, the last week I was so lucky because I said, well, okay, I don't know where they are, I can't fly at the moment, so I just took the position from the exact same week last year, and I went, That's and amazing. they were exactly Well, at I the wonder same if it's spot. really interesting to look at your data and see how often they do that, where they just cycle around. I mean, I knew that more or less at this time they were in this area, but it's quite big. So what's the main thing you have to do, you're doing now? What are you checking on? I mean, for you, I just checking if the UHF color is still working. À la première heure le lendemain, l'équipe est déjà sur la piste des buffles, au point GPS relevé la veille. Les ondes du HF donnent à Thomas le signal indiquant la direction à suivre. Le pisteur numéro 1, donc c'est Scylla, c'est un ancien braconnier qui a énormément chassé toute sa vie, donc, qui est né ici, qui a vécu en brousse toute sa vie, donc il connaît très très bien le milieu. Et comme en tant qu'ancien chasseur, il est excellent pour pister les animaux. Avant même que j'arrive, il avait déjà énormément chassé dans différentes zones de la réserve. Donc il a pu tout de suite me montrer différents groupes de buffles, différents troupeaux qu'il connaissait. Il savait aussi en saison sèche où trouver de l'eau. Donc il m'a énormément aidé sur tout ce genre d'informations qu'il connaissait déjà. Combater contra Renamo e a Frelimo. Eu estive na Frelimo. Tínhamos alguns caçadores. A tropa estava a sofrer de fome. Não tinha comida. Nossa comida era carne, alimentar carne e outra comida era arrasca. E no mesmo tempo nós esticávamos o comandante e caçadores e outra companhia. Vai abater animais para alimentarmos, ter força para combater. Nós íamos matar animais. J'ai les deux colliers qui sont dedans. Ça répond au signal. Donc là, il faut qu'on essaie de télécharger ce collier, de voir s'il fonctionne encore. En tout cas, le VHF fonctionne encore, donc c'est plutôt bon signe. Mais le vent arrête pas de tourner.
essayer d'aller s'approcher. J'essaye de télécharger les données du collier. Le problème c'est que c'est très dense. On a les premiers animaux là qui sont à 20 mètres. Mais la femelle avec le collier, elle peut être loin derrière. Donc je fais une tentative, voir si j'arrive déjà à me connecter au collier. Je me suis connecté au collier là. Yes baby. Ça, c'est bon. 10 000. Ça, il marche encore. Donc tu vois, c'est un collier qui a pas été téléchargé depuis novembre 2011. Donc là, il y a quasiment 11 000 données à télécharger. Donc ça peut prendre un peu de temps. Mais ce qui est génial, c'est qu'il fonctionne encore. Donc là, ça va assez vite le téléchargement. Donc la femelle, elle doit être dans le premier groupe. Là, elle doit être assez proche de nous. Maintenant, il faut juste espérer que le vent tourne pas et qu'il s'en aille pas. Écoute, on a réussi à télécharger toutes les données de la saison des pluies. Ouais, la priorité, c'était de télécharger le collier. Là, maintenant que le collier est téléchargé, on peut aller un peu plus proche des buffles. Bon, là, le problème, c'est qu'ils sont déjà sur pied, ils nous ont déjà éventés. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir si, pendant la saison des pluies, le collier qu'on vient de télécharger et le collier satellite, si c'était tout le temps ensemble. Parce qu'on pense souvent que le troupeau, il reste, que c'est une seule et même entité, un troupeau qui est toujours le même nombre d'individus. Mais on voit qu'en saison des pluies, souvent ils se divisent. On avait bien tout le troupeau là. On est encore derrière, regarde, ça passe encore. Mais bon voilà, dans cette végétation, t'as vu, t'as une quinzaine, vingtaine d'animaux devant toi, et puis tout le reste ils sont planqués dans la végétation dense là. Écoute, c'était sympa. Mais là le vent tourne, c'est dommage, le vent est constant pendant 10 minutes, un quart d'heure, et puis pouf, ça tourne d'un coup. Mais là, comme on est très proche, ils prennent le vent tout de suite, alors là, c'est parti, tout le monde s'en va. Et on va les laisser tranquilles.
En début de saison, on travaille énormément sur la végétation tant que c'est encore vert et qu'on peut identifier les espèces herbacées au sol. Et on en profite également pour commencer le suivi de tous nos troupeaux, c'est-à-dire les approcher le plus possible pour aller relever nos données, voire télécharger les colliers qu'on doit télécharger sur le terrain. Ensuite, on essaye d'organiser 3 fois par saison des survols en ULM pour prendre des photos aériennes des troupeaux, puisqu'on s'est très vite rendu compte ici, dans ce type de végétation qui est relativement fermée, ça reste de la forêt, que lorsqu'on avait face à nous un troupeau de 100, 200, 300 buffles, au sol, on est incapable de savoir exactement combien d'animaux on a. Donc là, on commence à être à peu près en début-milieu de saison sèche. Et on espère pouvoir faire encore 1 à 2 sessions de survol comme ça cette saison. On n'avait aucune donnée. C'était aussi une des difficultés sur Nyassa, c'est que je suis le 2e scientifique à arriver sur la zone, on n'a aucune donnée historique. Donc déjà, une des premières choses était d'identifier les différents faciès de la végétation qu'on avait ici, qui pouvaient être pâturés par les buffles, pour ensuite relier ça à nos déplacements de troupeaux et voir un petit peu les zones qui sélectionnaient, les zones qui favorisaient, que ce soit en saison sèche ou en saison des pluies. Mais ça a été un travail très long qui s'est fait sur 3 ans et on est en train de finaliser cette carte de la végétation. C'est jamais évident de travailler sur la végétation, surtout quand on est sur des zones qui sont si grandes que Nyassa. Nyassa, ça fait 42 000 km², donc c'est plus grand que la Suisse. En point de comparaison, la Suisse fait 39 000 km². Donc on est vraiment, c'est un monde ici. Et donc là, on commence à avoir des informations qui sont bonnes sur la végétation de la zone. Il y a 2 jours, on a téléchargé les données d'un collier là, sur ce troupeau. Donc là, j'ai récupéré toutes les positions pendant la saison des pluies. Et donc ensuite, là, à notre campement volant, on a mis tout ça sur l'ordinateur. J'ai regardé un petit peu toutes les zones qui avaient été fréquentées en saison des pluies. Et là, j'ai relevé 3 points où il y a vraiment eu des grosses concentrations de points, enfin de coordonnées pendant la saison des pluies. Donc on va aller visiter ces 3 zones aujourd'hui. C'est un des boulots quand on revient en saison sèche, d'aller voir un petit peu toutes ces zones qui ont été fréquentées pendant la saison des pluies, voir qu'est-ce qu'on a comme type de végétation, qu'est-ce qu'on a comme espèce de graminées sur ces zones-là. Donc c'est aussi important quand on va les approcher, là on est tout le temps dans leur domaine vital de saison sèche, mais c'est aussi important d'aller voir les zones qu'ils utilisent en saison des pluies. Estou a aprender com esse serviço, por exemplo, como prosseguir búfalos, conhecer como vivem, onde bebe, eu sei tudo aquilo ali. E através do patrão Tomás, conheci muitos. Le sucre, c'est pas quelque chose que tu trouves facilement ici. Enfin, le seul moyen d'avoir du sucre, c'est de l'acheter. Bon, ils n'ont pas beaucoup d'argent pour ça. Donc, à part les fruits de brousse et le miel, voilà. Écoute, c'était une petite ruche. Ça fait pas mal piquer, mais
Là, on a dû faire une quinzaine de kilomètres. Ouais, 15 kilomètres. Depuis ce matin, là, toutes les zones, on a toujours retrouvé de cette herbe-là que tu vois partout, qui est de l'Eriocloa. Et ça, on a déjà repéré que les buffles, ils la sélectionnaient beaucoup. Et il y a aussi là, depuis ce matin, toutes les zones très fréquentées, on a des jeunes repousses de bambou partout. Et ça, c'est pas la première fois que ça m'arrive. J'ai d'autres troupeaux là qui sont aussi beaucoup en saison des pluies dans des zones où il y a des bambous. Et je sais pas trop s'ils en mangent. Je les ai pas vus en manger en saison sèche. Faut que je regarde un peu dans la littérature si dans d'autres zones en Afrique, ça s'est vu des buffles qui mangeaient beaucoup de bambou. En ce qui concerne la prédation naturelle du lion, on avait la chance d'avoir ici un couple qui s'appelle les Bègues, qui vivent sur Niassa depuis 9 ans. Ils travaillent sur les carnivores et plus précisément sur les lions depuis 6 ans maintenant. Donc ils ont équipé dans un bloc de la réserve jusqu'à maintenant près de 20 lions, qui sont plus tous suivis, mais il y en a encore une dizaine équipés de colliers. Et donc nous, on a favorisé d'équiper 2 gros troupeaux dans leur zone pour voir un petit peu au niveau de... On avait la chance d'avoir donc 2 jeux de données, le jeu de données buffle et le jeu de données lion, et voir un peu les interactions qui se passaient au niveau de cette prédation naturelle. Est-ce qu'on avait des lions qui allaient prédater des buffles en majorité? Est-ce qu'ils suivaient les déplacements des troupeaux ou est-ce que c'était vraiment des rencontres aléatoires? Moi, quand je prends des gens avec moi en brousse, c'est toujours... je veux toujours qu'ils repartent avec un bon souvenir. Donc bon, j'avais commandé 2 lions, ça se passe plutôt pas trop mal. On a cette magnifique jeune femelle face à nous. Quoi qu'il arrive, on ne peut plus bouger, puisque la voiture est en panne. Et là, il est hors de question que je sorte pour aller trafiquer le moteur. Mais on n'est pas trop mal. Si ça continue, on va s'ouvrir une petite bière. Et on va être au top, quoi. Ici plus qu'ailleurs, croiser la piste des lions est un moment rare qu'il faut apprécier à sa juste valeur. Même pour Thomas, qui nous dit les voir 2 à 3 fois par saison. C'est à l'issue de cette rencontre hasardeuse que nous quittons Niassa et Thomas pour rejoindre une autre aire protégée de ce pays. Le parc de Gorongosa est sûrement l'un des exemples les plus singuliers en matière de conservation et de restauration de la faune dans cette partie de l'Afrique. Sur place, nous retrouvons une figure emblématique de cette restauration, le docteur Carlos Lopez Pereira. The main objective of
conservation in Mozambique is to restore the places where in the past there were animals, vegetation, and complete ecosystems. This is the case in Gorongosa. So we have planned for some time already the reintroduction of buffalo. We have done it in the past from different sources, and we are now starting a new phase. This new phase is based on the principle that we have to find the animals inside the country, to get those animals and translocate them to the places where they are needed. So this is the first time that we are going to do that together with our colleagues from Gilé Reserve and our colleagues from Marromeu Reserve. So these are 3 conservation areas working together to the objectives of restoration of wildlife in Mozambique. And I think it's a big challenge from the technical point of view, logistical point of view, but we have to do it because we are surrounded by countries that have a lot of wildlife, but they have an industry, and it is extremely expensive and difficult many times to obtain the animals that we need for our parks. When we come back with the buffaloes, we have to try very slowly as well. Les premières captures de buffles sont programmées dans la réserve de Marromeu, une zone humide formée par le delta du Zambèze où vivent plus de 11 000 buffles et une quantité impressionnante de moustiques. Autant dire, un territoire difficile pour l'homme. Là, il y a une troupe de buffalo, il y a un groupe de buffalo à 6 km d'ici à peu près en hélicoptère. Il y a l'hélico qui a déjà fait un tour au-dessus, qui a repéré. On a fait quoi? 4 heures 5 heures de bonne route bien pourrie pour venir jusqu'ici. C'est le point le plus près, donc c'est d'ici qu'on partira pour aller les capturer. Il y a tout le camp là qui est monté, les tentes, on va rester là, manger là, se reposer aujourd'hui. Et demain on attaque les captures. Il y a 50-60 buffalo, 50-60 buffles qui vont se faire capturer demain. Ça c'est des colliers GPS, donc on va équiper les buffles qu'on capturera demain avec ça. On va le mettre à 5 femelles dominantes, parce qu'en général c'est elles qui mènent le troupeau, comme ça on pourra retrouver facilement les groupes. Tomorrow we will try get in the air, me with Quibus, the vet, and we will try push these buffalo and be in radio communication to an area we were selected today, the furthest that the trucks can go. And if we can push a herd of, we saw 2 herds today, we will try bring the one closer and try remove, depending on, we can do about 15 at a time. Get them into this area, do 15, get them down, the rest of the buffalo will move away, and hopefully they will be remaining in the area. And we will do these buffalo in this specific area where the trucks will move in this 3 kilometers into this floodplain and recover these animals there. We will load one truck, almost it will be half a truck, and they will move out again. We will try to bring these buffalo back again, do another 15, we will be full on one truck, and then we will bring another herd. Difficult area, but the most beautiful area probably ever worked in.
semble que les buffles aient passé la dernière rivière, donc on va essayer de... Là, on va vraiment essayer de les capturer. Il semble qu'ils sont dans un endroit où on peut accéder avec la voiture et les camions. On a réussi à trouver un passage à gué et le seul endroit, c'était notre dernière chance. C'était le seul endroit où les buffles pouvaient passer, sinon on arrêtait l'opération et on échouait. Ouais, tu vois là, regarde, il les tire là. Tarzan. Les animaux sont rentrés dans la plaine et on les a endormis en 2 temps. Les 4 grands mâles d'abord et ensuite tout le troupeau, les femelles et les jeunes ensemble. This one is too light. It is fighting, so we're just going to give it a little bit of drug intravenous just to make it sleep properly. Let's do it. Spijt, niet zo op je kop. Spijt. Sta op, man. Hier zo, bij die kop. Tout le monde avait son boulot. Les uns prise de sang, les autres la tuberculination pour tester la tuberculine, l'autre vaporiser de l'eau pour les refroidir parce qu'on a travaillé, et malheureusement les nuages étaient passés, il faisait chaud, il y avait du soleil. Et c'est important d'éviter l'hyperthermie chez le buffle. Ensuite, il y avait à marquer les animaux individuellement avec des boucles à l'oreille, prendre des prélèvements pour l'ADN et puis surtout surveiller l'anesthésie. I'm injecting the tuberculin for the tuberculosis test. We first measure the skin, then we inject the tuberculin, and then we'll read you the measuring reading in 72 hours to see if it's positive or negative. La grosse performance est d'avoir réussi à regrouper tous les buffles et les endormir tous au même endroit. Ça, c'est le travail exceptionnel de l'hélicoptère. On est en train de charger les buffles soit avec le treuil, ça dépend de leur poids, soit avec le Land Cruiser. Et on les organise par compartiment, par classe d'âge. Et voilà, donc on met tous les petits ensemble, tous les mâles ensemble, toutes les femelles du même âge ensemble. Et une fois que cette opération est terminée, on part directement. Ils mettent l'antidote pour les réveiller. Donc là, il y a les 5 buffles du compartiment qui vont se réveiller dans quelques secondes. Ça va très vite. C'est pour ça qu'ils font attention, ils sont plusieurs. Il y a toutes les Dès que les buffles sont dans le camion, on leur met un coup d'antidote pour les réveiller. Donc les buffles seront réveillés mais tranquillisés. On leur met un tranquillisant pour qu'ils ne fassent pas n'importe quoi dans le camion. Donc là, quand ils sont dans les camions, ils sont conscients. Voilà, donc grand succès, ça fait plaisir. J'espère qu'il y en aura d'autres. Ça s'est bien présenté. On a pris tout un groupe familial. Donc avec toute la composition, la pyramide des âges, les mâles, les femelles, les plus âgés, les vieilles vaches, les veaux. Et on a eu aussi de la chance parce qu'il n'y a pas de tout petits veaux, il n'y a que des veaux de quelques mois déjà qui sont déjà
costaud. Donc on a un groupe familial bien composé, c'est impeccable pour une reproduction. Ça ne pouvait pas se présenter mieux en fait. Bon, on n'a pas vraiment, on avait cette opportunité-là, on l'a prise, mais c'est un groupe dans son entier, bien composé, bien structuré, naturellement disons. Voilà, ça se présente bien. Maintenant, on a encore le transport des animaux. Il y a 30 heures de camion, c'est pas gagné. Bon, on va partir là ce soir. Il est presque 17 heures. Ils vont rouler toute la nuit, donc c'est le meilleur moment pour rouler. Après un dur voyage pour les buffles de Marumeu, l'équipe vétérinaire prend la décision de ne plus les anesthésier. Les animaux semblent déjà dans un état de stress avancé, et cela ne permettrait pas la lecture d'un test de tuberculose nécessaire à leur déplacement vers une autre province. Ces buffles resteront à Gorongosa pour améliorer le patrimoine génétique de la souche du parc. So we're here to capture a group in Marumeu, and from this group, a number will stay in Gorongosa National Park. At the same time, we'll capture some animals in Gorongosa and again send a part of that population to Jalei as an establishing population. Now that's really nice because Jalei, the animals, the wildlife in Jalei National Park has been reduced fairly dramatically over the last 20 years due to circumstances that we all know about in Mozambique. Agora está-se a colocar o colar na fêmea. É um colar de VHF, sinal de rádio e também de GPS, que nos dá as coordenadas da localização dos animais para se poder acompanhar corretamente as manadas durante o passeio. Então, depois deste sinal estar colocado, ele faz o download para o satélite e no computador poderemos acompanhar o movimento dos animais. Estamos a tirar uma amostra para isolamento de vírus de febre aftosa. Os búfalos são reservatórios e, portanto, nós queremos saber que tipo de vírus é que eles circulam aqui. E esta técnica chama-se ProBank. But very good sample. Okay, good, very good. C'est exactement ça que ça dit. Et l'autre est pareil là-bas. Pareil, ils vont tout même. Right, man. L'étude de la dentition vient confirmer aux vétérinaires
le travail de sélection effectué par hélicoptère, garantissant que cette nouvelle translocation se fera avec de jeunes animaux, plus aptes à voyager et en mesure de se reproduire très bientôt. We just woke them up now. So they're gonna wake up now, and then we'll move these two that's coming in now with them together. The four of them will travel together. 4 females. We have some nice adult cows that will keep the structure together when they release there, and then some nice young ones that's going to start breeding soon. So it will be a nice herd that will go to Chile. Right, keep Ira. Go, 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 go. Cette deuxième séance de capture et une longue route semée d'embûches nous conduisent enfin à la forêt de Gilet, où pour l'occasion a été fabriqué un enclos appelé le Baume. Comme à chaque fois, les animaux devront y passer quelques heures, le temps pour eux de se calmer avant d'être relâchés dans leur nouvel habitat. Sur place, les gardes et l'administration en charge de la réserve prendront soin de ne pas perdre les buffles de vue grâce aux fameux colliers dont ils sont équipés. O que aconteceu aqui na reserva, nesses últimos dias do mês, foi a reintrodução de 20 cabeças de búfalos. Os búfalos são animais que existiam na Reserva Nacional de Gilet há muito tempo, mas devido à ação humana, esses animais desapareceram da reserva. E com a cooperação francesa, EDF e AFD, conseguimos fazer esta operação com muito sucesso, trazer os búfalos da Reserva Nacional de Gorongosa até a Reserva do Gilet. Alors maintenant, la question c'est la surveillance, hein, s'assurer que ces buffles vont pouvoir vivre ici sans être braconnés et se reproduire et constituer un grand troupeau. Il y a des exemples ailleurs dans d'autres pays où on a pu reconstituer des grandes populations de buffles à partir de nombres même inférieurs à celui qu'on a réintroduit ici. Donc on a bon espoir que ça se passe bien. L'habitat est... Si la faune a souffert, l'habitat est magnifique. On a une immense forêt de Miombo, comme on dit. C'est un paysage typique de cette région et presque intact, hein, je dirais. Donc vraiment, toutes les conditions sont là pour que la population de buffles se reconstitue comme auparavant. Au Mozambique, nous avons d'autres projets que la réserve de Gilet. Et il y en a un qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la recherche sur l'écologie du buffle dans la réserve de Niassa. Donc Thomas Prin il rentre dans la phase finale de son travail de terrain. Donc 3 ans au milieu de cet immense espace sauvage, c'est à la fois formidable et unique. Je veux dire, en 2012, de vivre une expérience aussi hors du commun, mais aussi difficile. C'est sûr que les photos aériennes, c'est vraiment un outil qui est très très pratique pour... Et on voit bien qu'en zoomant au sein de cette image, ça devient assez facile de déterminer
si on a un mâle, si on a une femelle, si on a des veaux, des jeunes de l'année précédente. C'est vraiment, on peut avoir un détail dans la structure et la composition des groupes qui est fabuleux et qu'on n'a pas sur le terrain, au sol en tout cas. Pour toutes les positions, les positions GPS qui sont récupérées à partir des colliers, pour les partenaires du projet et puis les différents opérateurs de la réserve, on réalise des cartes tous les mois pour chaque troupeau, juste pour montrer un petit peu les déplacements qui sont réalisés chaque mois par chacun des troupeaux dans les différents blocs. Donc c'est toujours des informations qui sont intéressantes pour les gens qui sont ici sur place, puisque c'est des informations qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Disons que tous les opérateurs de la réserve savaient où se trouvaient les troupeaux en saison sèche, puisque tout le monde est présent. Or, en saison des pluies, même les gens qui restaient ici, la végétation est tellement dense et les zones sont peu accessibles. Donc personne n'avait aucune idée d'où se trouvaient les troupeaux à ces époques-là et de ce qu'ils faisaient. À partir de toutes ces données que je récupère, je les matérialise donc sur ce logiciel de traitement d'informations géographiques pour voir un petit peu, alors que ce soit les déplacements pendant un mois entier, les déplacements pendant une semaine ou ne serait-ce qu'une journée, puisque j'ai la chance d'avoir des colliers qui récupèrent des positions toutes les heures. On voit que là, on est au mois de juin, on a les premiers feux qui commencent à arriver, surtout dans l'est de la réserve. Là, on passe au mois de juillet, ça commence à brûler de façon assez conséquente. Ça atteint le centre de la réserve. Là, on arrive au mois d'août, donc là, on est vraiment en pleine saison sèche, ça commence à brûler très fort, un peu partout sur la réserve, mais toujours avec ce front qui vient de l'est. Bien que l'analyse des données et une enquête sur la consommation de la viande de buffle par les villageois soient encore en cours, Thomas nous confie avoir identifié le problème de cette espèce à Niassa. On est en train d'étudier énormément en ce moment les feux, puisqu'on s'est rendu compte que plus de 50% de la réserve brûle tous les ans, par des feux qui sont mis par les locaux, par les opérateurs de chasse aussi. Et quand on additionne tout ça, on se rend compte qu'en fin de saison sèche, on se retrouve face à des troupeaux de buffles qui ont vraiment des espaces très très restreints pour survivre pendant quelques mois, le temps que les premières pluies arrivent. En général, on a quand même des buffles qui sont bien portants, même en fin de saison sèche, mais ça peut avoir des effets indirects, c'est-à-dire qu'au final, même si le buffle n'est pas complètement squelettique, au niveau des taux de reproduction derrière, on est très faible, les natalités vont être mauvaises, où on va avoir des bufflons qui naissent dans de très mauvaises conditions et qui vont être beaucoup plus prédatés par les lions, par exemple, derrière. Selon lui, pour ce ruminant, le manque de fourrage, au moment où il en aurait le plus besoin, serait la première cause empêchant sa population d'augmenter. Mais pour le moment, après 3 années de missions successives, ce n'est qu'une déduction et non la conclusion de sa recherche. Il lui faudra encore attendre son retour en France et la fin des protocoles d'analyse pour espérer avancer une théorie scientifique probable avec sa thèse. Et donc là, il démêle un peu parce que comme il y a des traces dans tous les sens, il démêle par où ils sont sortis. Et là, il y a quelques heures seulement, c'était ce matin très tôt. Et donc là, il vient de voir, voilà, il y a des traces partout. Et là, il vient de voir que ça se dirigeait vers une autre zone ouverte, là, qui est pas très loin. Donc on ne devrait pas les trouver dans trop longtemps. On est reparti. Donc c'est certain qu'on a pas mal de buffles qui sont braconnés par les locaux ici tous les ans. Mais il s'avère qu'il y a réellement 3 mois dans l'année où les buffles sont vraiment braconnés, en fin de saison sèche. Ensuite, pendant le reste de la saison, les locaux vont quasiment pas mettre de collets puisqu'ils peuvent pas chasser tant qu'il n'y a pas eu des feux qui sont passés, tant que les animaux ne sont pas limités par l'eau. Voilà, on attend les données du questionnaire en espérant avoir une estimation du nombre d'animaux qui sont prélevés
pour savoir si ça a un réel impact négatif sur la population. Et au niveau de la génétique et des maladies, pour le moment, tout ce qui a été testé, on est avec des buffles qui sont relativement bien portants. Alors ça n'est jamais qu'un seul facteur qui est la réponse à ce problème. C'est souvent une combinaison de plusieurs facteurs. Mais un des premiers grands points qui vient dans un des premiers grands facteurs qui arrive dans notre projet, c'est la ressource. Mais ça va très vite, puisque si on met tout ça bout à bout, on se retrouve sur un milieu qui déjà n'est pas très productif. Une grosse limite, une grosse contrainte à l'eau en saison sèche. On rajoute les feux par-dessus ça. Bon, ben on se retrouve avec une population de buffles qui a juste du mal à croître. Ici, Thomas est devenu un homme de la brousse, totalement à l'aise avec la savane et ses habitants. Pour les gens de Nyassa, il est désormais buffaloman ou doutor buffalo. J'ai l'impression que tout ce qu'on peut faire ici, on est beaucoup plus dans le vrai que lorsqu'on est en ville. Moi, c'est ce qui me plaît énormément. C'est ce qui me plaît énormément ici. On se rend compte qu'on n'a finalement pas besoin de beaucoup de choses pour être bien au quotidien. Au chevet des buffles, Thomas a découvert bien plus que la faune africaine. Dans la brousse, chacun se montre tel qu'il est vraiment. Et c'est sans doute pour cela que cette vie de broussard est devenue pour lui une évidence.